Bonjour, bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture spécial Noël parce que à la base je voulais faire une trilogie du mercredi en vous parlant de 3 sorties dont je vous avais parlé dans ma vidéo des titres qui me tentaient de Noël. Et il s'avère que je tourne en ce 11 décembre, que j'ai lu 13 livres, dont 10 de Noël. Donc écoutez, ça va partir en update plus complet. On va parler que de nouveautés de cette année, ça va être sympa. Il y a du très bon, il y a du moins bon, il y a du pas bon du tout, il y a du surprenant. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc ce n'est pas organisé pour une fois. Comme si d'habitude ça l'était, pas du tout. Je vais pas organiser, je vais vraiment faire dans l'ordre des lectures que j'ai faites parce que c'est comme ça que je me rappelle, donc je voudrais pas m'embrouiller. Mais vous allez voir qu'on a de la romance, de l'enquête, comme je vous avais fait dans la vidéo, voilà, un peu plus de polar et tout. Un livre sur lequel je me suis totalement plantée, on avait raison. Donc le premier que j'ai lu c'est Mort au château. Donc c'était chez Charleston, c'était le collectif, je vous avais présenté ce livre, voilà, c'était plusieurs auteurs et je vous avais dit je sais pas comment ça va être fait, le fait que ce soit plusieurs auteurs, et en fait c'est que chaque auteur avait un personnage selon le point de vue, etc. Donc dans Mort au château, qu'est-ce qui se passait? On était la semaine du réveillon de Noël, à quelques jours du réveillon, on est dans un hôtel où va être tournée une scène pour un film avec une célèbre actrice et tout. Et en fait, il y a plein de personnages qui sont intrinsèquement liés, on ne sait pas encore au début, mais tout va s'imbriquer au fil de la lecture. Et en fait, la particularité, c'est que le lendemain du réveillon, on trouve, l'un des serveurs trouve un corps. Voilà. Je dois dire, vraiment, j'ai fait que le dire dans mon bilan de novembre, je le redis là, le résumé est mensonger de ouf. Parce que moi je voulais présenter, moi ça va être une enquête, parce que voilà, il se passe le truc, on a le réveillon, il va peut-être y avoir des péripéties. Le lendemain, il y a le corps qui est retrouvé, donc là il va y avoir une enquête. Pas du tout. Vraiment le prologue, c'est le mec qui trouve le corps, et après tout le livre, c'est ce qui se passe avant. Il trouve le corps après dans le dernier chapitre, on comprend le pourquoi du comment du cadavre et tout, mais il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête, il y a juste vraiment le avant. Mais il n'y a pas le pendant, il n'y a pas le après. Enfin si, il y a le pendant de pourquoi il meurt, mais il n'y a pas le après. Donc j'ai trouvé ça, c'était vraiment fade et plat, malheureusement, parce que du coup, on a toute notre panel de personnages. Donc on a la jeune fille qui veut absolument que l'actrice, elle voit sa robe créée exprès pour elle parce qu'elle voudrait percer dans la mode et dans le stylisme. Donc elle va essayer un petit peu de tout faire capoter pour pouvoir s'immiscer un peu dans le truc. On a des couples qui s'entendent plus. Avec la jeune fille de la mode, là, il y a son père avec qui les rapports sont pas forcément très fluides. On a une famille, enfin, il y a une nana, elle vient à l'hôtel exprès pour pouvoir passer du temps avec son amant qui est marié. Ça fait 3 ans qu'il lui dit qu'il va quitter sa femme pour elle, PTDR. Et en fait elle arrive et il est avec sa femme, et sa femme elle la reconnaît parce qu'ils ont travaillé ensemble et tout, donc elle l'invite à sa table et tout, enfin un micmac pas possible. C'est un peu tranche de vie, un peu rocambolesque, mais j'ai pas trouvé grand intérêt parce qu'au final il y a tout le avant, il y a le soir du réveillon où tout explose un peu, et puis le lendemain il retrouve le corps et puis le livre est fini. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Pourtant dans l'écriture c'était assez sympa, les personnages étaient plutôt bien construits, enfin j'ai trouvé que c'était assez fluide. Donc je l'ai écouté sur Nextory, pareil je vous mettrai ceux qui étaient dispo ou pas parce qu'il y en a quand même pas mal, donc ça c'était vraiment très bien. Nextory ils ont grave géré. Ça a apporté un peu d'énergie, en plus le livre faisait même pas 5 heures d'écoute, donc moi comme j'écoute en x2, en 2 heures, 2 heures et demie c'était plié. Mais voilà, j'ai pas du tout été satisfaite, ça a pas du tout répondu à mes attentes de ce que me vendait le résumé en fait, et j'ai trouvé ça assez trompeur et assez dommage. Ensuite, pareil sur Nextory, j'ai écouté de Jenny Colgan, la bibliothèque secrète de Noël, où là pareil, ça partait très bien. Franchement j'ai passé un moment de lecture, sauf, vous allez le voir pourquoi, à un moment donné, ici on rencontrait une jeune femme qui a un jour fait la découverte d'un livre assez rare, assez secret, qui est maintenant exposé au sein de la bibliothèque nationale là. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que quand elle va être prise en train de regarder son livre, voilà, et elle va tomber sur un monsieur qui la voit et qui lui dit vous connaissez le livre, elle va dire que c'est elle qui l'a trouvé, elle va dire écoutez, moi j'ai une mission, voilà, je vis en Écosse dans un château, on a une très grande collection de livres qui nous est restée sur les bras suite à un décès dans la famille, et parmi tous ces livres il y en a un qui est censé avoir beaucoup de valeur, et si on le trouve ça pourrait nous aider un petit peu à sauver voilà le complexe. Et donc Myrène, notre personnage principal,
va accepter de se rendre sur place parce que c'est tout frais payé. Parce qu'au début il lui dit oui vous venez machin, elle dit bah par contre non ça coûte trop cher et tout. Il va dire mais je paye tout, le voyage, l'hébergement, là. En plus il est un peu séduisant ce petit écossais. Donc elle va dire ok je viens machin. Donc elle prépare ses affaires, elle va dire qu'elle s'en va, nanana. Et dans le train, elle va tomber sur Théo qui est son rival. J'ai vu sur Nestory qu'il y avait une espèce de petite nouvelle, je pense, où ils se rencontrent. Mais voilà, en fait, c'est qu'on apprend que sur le fameux livre qu'elle a trouvé, il n'y est pas pour rien non plus, sauf que visiblement, il n'y a que son nom à elle qui a été reconnu. Donc lui, il est un petit peu en travers de la gorge. Et donc il va aller aussi sur cette affaire pour essayer un petit peu de faire s'incruster et de s'attirer un petit peu le pactole. Donc ils arrivent sur place et là, événement rocambolesque, une tempête de neige, voilà, ils sont coupés du monde, ils sont obligés de rester au château, ils ne peuvent rien faire, donc de toute façon c'est pas grave parce que tout se passe dans le château, parce que le fameux livre est quelque part dans le château, donc il y a tellement de pièces qu'ils ont, ils ont des choses à faire, et donc à partir de là, ils vont un peu mener l'enquête en étant épaulés de certains personnages en plus, donc du personnel du château et tout, des moins bien intentionnés que d'autres, etc. Enfin voilà, on est sur une vraie chasse au trésor. Et j'ai trouvé ça sympa, c'était assez dynamique. J'ai bien aimé le personnage de Myrène, franchement elle est assez déterminée et tout, elle se laisse pas marcher sur les pieds dès qu'il y a le Théo. Alors on pourrait croire au début qu'il va y avoir un enemies to lovers, un rival to lovers avec ce fameux Théo, pas du tout. Lui il est un peu chiant, voilà, sur les bords, il en fait un peu des caisses. Donc notre jeune femme elle en a un peu rien à foutre de lui. En revanche elle a un petit intérêt pour Jamie, voilà, qui est l'hôte, qui est l'héritier de ce château. Donc voilà, on voit que sa sœur elle en a un peu rien à foutre d'où elle est, le château c'est un peu pour elle, ça lui passe au-dessus de la tête, genre vraiment est-ce qu'il y a un livre, elle n'y croit pas du tout. Enfin il y a des petites tensions mais une romance va quand même se créer. Et là, et c'est là que j'ai été déboussolée parce qu'on a du smut. Je sais pas, Ginny Colligan, je sais pas si c'est... En fait, j'ai trouvé que c'était tellement posé comme un cheveu sur la soupe quand ça arrive, ces scènes-là, que c'était pas du tout naturel. Et que ça se fondait pas du tout dans le texte et dans l'épopée, l'aventure, la chasse au trésor qu'on suit. Parce que voilà, ils sont en train de feuilleter des livres, de trouver des beaux vers, des machins, des trucs. Et les deux, ils s'échangent de 3 mots, elle le trouve séduisant dans mon main. Mais en fait, c'est vrai que vraiment, ça a popé comme ça, on s'y attend pas. En plus, c'était en audio, alors bon, je vous avoue, moi de se mettre en audio... c'est gentil, mais mono l'abricot. Et en fait, en plus, ils étaient un peu nunus, tous les deux. Genre, vraiment, on avait l'impression qu'ils découvraient l'amour et que c'était des fleurs de lotus qui jaillissaient de partout. C'était très bizarre. J'ai trouvé ça ouais, un petit peu malaisant, un petit peu dérangeant. C'était pas... Ça n'apportait rien, en fait, à l'histoire. Ça aurait pu être une romance très sympa, assez sobre, assez mignonne, assez soft. Voilà. Là, j'avoue que ça m'a un peu, en fait, coupé dans mon élan. Alors, certes, ça arrive vers la fin. Mais j'ai trouvé que ouais, leur romance elle avait pas le temps de se construire parce qu'ils échangent pas beaucoup en fait ensemble, ils échangent quelques phrases et à un moment ça y est paf ils sont dans le même lit, donc enfin plutôt dans les tapis de fourrure devant la cheminée. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu en dents de scie. Ça a un petit peu cassé ma fin de lecture, mais l'audio était quand même très sympa, donc ça c'était une bien meilleure lecture déjà que le premier que j'ai lu. Ensuite, dans un tout autre registre, mes valeurs sûres, j'ai lu le 3e tome des aventures, je sais pas si on peut dire aventures, mais de la série Ernest Cunningham, de Benjamin Stevenson je crois. Donc là c'était toutes les fêtes de Noël ont un meurtre ou je sais pas quoi, où là en fait on rencontre Ernest, donc notre fameux auteur qui a déjà vécu les péripéties dans 2 autres tomes, et en fait dans ce livre il va y avoir un meurtre et il va y avoir beaucoup de suspects et beaucoup de secrets. Et en plus ça veut dire parce que celui qui est mort il avait appelé la police pour prévenir d'un meurtre, mais est-ce qu'il a prévenu du sien, on sait pas trop et tout. Enfin, le résumé était un peu flou et j'étais agréablement surprise déjà dès le début parce que Ernest reçoit un appel de son ex-femme pour aller la voir, et donc lui il est censé préparer son mariage avec sa nouvelle compagne, mais il va monter un pipeau, un bobard pour aller voir son ex-femme qui visiblement a besoin de lui. Après très sympa, il n'oublie pas ce qu'ils ont vécu, donc il y va et en fait il retrouve sa femme parce qu'elle est en garde à vue. Et en fait c'est son nouveau conjoint qui est mort et elle est accusée, suspectée d'être à l'origine du meurtre. Donc elle va demander à Ernest de l'aide parce qu'elle sait qu'il a fait d'autres affaires, qu'il a résolu d'autres trucs. Donc elle va dire il faut que tu trouves quelque chose, voilà, que tu fasses des rapprochements et tout. Et donc Ernest va accepter.
et il va se rendre sur les lieux de vie du conjoint, voir un peu son truc. Et en fait, il préparait un spectacle de Noël. Et au sein de cette troupe, voilà, il va découvrir qu'il y a un peu des micmacs, tout le monde peut être un petit peu suspect. Et donc, il va remonter un peu, voilà, le fil en aiguillette, tous ces trucs. Je dois dire que j'ai bien aimé, c'est pas mon préféré des trois reste quand même le 2. Parce que en fait sur le premier on était vraiment axé sur la famille d'Ernest Cunningham parce que c'était un huis clos pareil, c'était au ski d'ailleurs, donc on était déjà un peu vibe Noël, et donc j'avais trouvé ça un peu parce qu'on avait le côté un peu familial avec des secrets de famille et tout. Le deuxième c'était avec des auteurs dans un train et tout, donc un peu sympa. Celui-là, j'avoue que en fait comme c'était vraiment des personnages totalement inconnus, à part sa femme qu'il a 2-3 fois au téléphone et son ex-femme qu'il a 2-3 fois au téléphone aussi parce que voilà, entre temps, j'avoue que je me suis moins attachée au personnage et j'ai moins été prise dans l'enquête. Voilà. Après, j'aime toujours la façon dont c'est ficelé de faire comprendre au lecteur qu'il fait partie du truc et de lui expliquer les choses, de lui donner des indices. Parce que là, il y avait 24 chapitres en fait, donc c'était un livre un peu sous forme de calendrier de l'Avent si on voulait le lire un chapitre par jour. Ici, on ne sait pas faire, on lit tout d'un coup. Heureusement que c'est pas pareil pour les calendriers de l'Avent, sinon on s'en sortirait pas. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à chaque fin de chapitre, en fait, il y avait un petit indice, une petite phrase qu'on pouvait recomposer selon un truc qui est donné au début du livre. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez ludique, assez sympa, ça garde le bon côté. Et le dénouement aussi était assez surprenant parce que du coup, comme j'étais moins prise que dans les tomes précédents, j'ai moins cherché à fouiner et à comprendre le truc. Donc quand c'est sorti, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez surprenant. Voilà. Donc ça c'était un bon polar thriller. Là pour le coup on n'a pas de smut, surprise, on n'a pas de résumé mensonger, on a eu quelque chose de promis et ça a tenu la promesse. En revanche, la lecture suivante qui n'a pas non plus tenu ses promesses, enfin si dans les 30 premières pages, sur 400, j'ai lu Noël avec mon pire ennemi, donc c'est chez Addictive je crois. Où là, le résumé me bottait bien parce qu'on nous promettait un petit Enemies to Lovers parce qu'on va suivre notre jeune femme qui fait sa vie, voilà. Et elle s'occupe d'une personne âgée avec qui elle s'entend bien, elles sont amies et tout. Et elle a envie de lui faire un cadeau pour Noël et elle a repéré dans une petite boutique une espèce de boîte à bijoux. Et quand elle va aller pour l'acheter, elle va remarquer que un homme va avoir cette boîte dans les mains, va l'acheter. Et elle va essayer de lui dire est-ce que vous pouvez me la laisser, enfin c'est pour quelqu'un qui compte pour moi et tout machin. Il va l'envoyer paître comme pas possible, il est très désagréable, très grumpy. Et donc il va se tirer, elle va être un peu sur les nerfs et elle va se rendre chez cette dame âgée qui prépare une réception, un bal de Noël et tout machin. Et donc notre personnage lui raconte un petit peu sa péripétie, voilà, donc elle a un peu de seum. Et la grand-mère, elle dit ah bah oui, moi j'aurais voulu voir à quoi ressemblait ce cadeau, enfin dommage et tout. Et donc elle parle un peu, elle fait un peu le point parce que voilà, notre jeune femme est sollicitée pour faire la déco du bal de Noël. Et donc la personne âgée lui explique un peu qui sont les invités et tout machin. Et elle dit que en plus son petit-fils va venir. Et elle parle souvent de son petit-fils parce qu'elle le voit pas souvent parce qu'apparemment il est très pris par son travail et tout machin. Et donc forcément notre protagoniste féminine est un petit peu intriguée. Mais voilà, donc elle va faire les préparatifs. Et vient ce fameux bal où là... ce fameux monsieur de la boutique est en train d'offrir la boîte à bijoux à notre vieille dame parce qu'il s'avère que c'est lui le petit-fils en question. Donc quand ils vont se présenter, notre protagoniste ça va être un peu en mode alors ok, toi mon gars je vais te choper par le callback. Ils vont essayer de régler leur compte, lui il va pas trop faire le rapprochement au début mais après il va remettre un peu l'idée en place. Et ils vont un peu s'envoyer des punchlines et là ça partait très bien pour ce Enemies to Lovers jusqu'au bout de 30 pages où en fait ça y est, c'est fini, le Enemies to Lovers a duré 30 pages, c'est terminé. Il se saute dessus. Il y avait beaucoup de smut et même pas sexy parce que le mec était pas sexy, elle était un peu nunuche. C'est dommage parce qu'elle partait bien avec un sacré caractère et tout. Et au final, le soufflet est très vite retombé parce que il n'y a pas réellement d'intrigue. Parce qu'au final, en fait, ce que nous dit le résumé, moi je pensais que ça allait durer sur le long terme, enfin au moins 60% du livre quoi. Et en fait, pas du tout, ça dure les 30 premières pages, 3 chapitres, et puis après, merci. Ils s'adorent, ils se sautent dessus, ils font des projets ensemble et tout. La petite vieille, elle est aux anges. Lui, on nous le voit un peu comme mystérieux, il aurait un peu des secrets et tout, que notre nana va essayer de comprendre. Mais au final, c'est très survolé parce qu'il passe plus de temps à se bécoter qu'autre chose. Donc ça, c'était pas du tout pertinent. C'était pas du tout l'ambiance film de Noël à laquelle je m'attendais.
donc c'est un peu dommage. Mais l'ambiance film de Noël que j'attendais était dans le livre suivant, voilà. Et à partir de cette lecture, j'en ai enchaîné 4 très sympas, dont celle-ci, qui est Merry Bloody Christmas, que je vous avais présenté dans ma vidéo sortie qui me tente de Noël, comme un espèce de peut-être polar thriller avec des meurtres et tout, parce que le titre et la couverture m'avaient fait penser à ça. Et en fait ça m'a totalement induit en erreur parce que pas du tout, on est vraiment sur une rom-com de Noël, tout ce qui est de plus basique, mais vraiment très facile. Franchement j'ai adoré cette lecture. Pareil, je l'ai écouté en audio et c'était trop sympa parce qu'on avait le point de vue de la jeune femme et celui du jeune homme. Donc on rencontre Violette qui est libraire dans un petit village, voilà. Et elle fait sa petite vie, elle adore les fêtes de Noël et tout, les comédies romantiques, elle lit beaucoup, elle a son meilleur ami qui tient le café en face et tout, enfin vraiment small town, très sympa. Et là va débouler un mec, Lucas, qui va emménager dans une maison qui est un peu abandonnée et tout, et qui n'a pas du tout l'air d'être dans l'esprit de Noël. Vraiment, il a l'air un peu grumpy, un peu ronchon, et il s'avère qu'en fait c'est un auteur de polar à succès, et qui vient là un peu pour se recentrer, voilà, pour essayer d'écrire tranquillement sans être reconnu et tout. Il est un peu perdu au fin fond de la France, parce que ça se passe en France ici du coup. Et notre jeune femme va avoir qu'une idée en tête, c'est au début elle sait pas que c'est un auteur, ou enfin pas directement, ou elle va pas lui dire, elle va faire comme si c'était un mec lambda, et elle va se prendre à l'idée de lui faire aimer Noël et de lui faire découvrir les plaisirs et les joies de ses fêtes. Alors que son meilleur ami va lui dire vas-y mollo, parce que si le mec il aime pas ça, c'est peut-être pas le bon plan de faire semblant de vouloir l'aiguiller sur des trucs, enfin bref. J'ai trouvé que c'était vraiment très chouette, c'est vraiment une romance assez slow burn parce que ça se construit. Niveau smut, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que je saurais même pas, en fait ça m'a tellement pas choqué ou marqué que je saurais pas vous dire s'il y a une ou deux scènes. Vraiment il y a des petits bisous au début, voilà, parce que forcément à un moment ils vont fricoter. Évidemment on va avoir un moment, un quiproquo qui fait que il suffirait qu'ils dialoguent, mais bon l'homme est bête. J'ai trouvé qu'en fait il y avait aussi des problématiques assez importantes d'aborder, parce qu'on va évoquer le deuil, la perte d'un proche et tout. J'ai trouvé que ça s'équilibrait bien, que les personnages étaient très complémentaires, que ce soit les deux principaux ou les secondaires qui sont autour d'eux, genre les familles, les amis et tout. C'est vraiment sympa. C'est ambiance de Noël, il n'y a pas de surenchère, des guirlandes et tout, c'est vraiment très, très téléfilm où voilà, le but c'est de faire aimer Noël à quelqu'un qui n'aime pas. Et ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on ait les deux points de vue. En fait, on a aussi Lucas de son côté qui est en mode je devrais pas m'attacher à ces personnes parce que je suis là que pour un temps déterminé. Et il a son frère qui l'appelle des fois et qui comprend qu'il se passe peut-être des trucs et tout. Enfin voilà, on a des thèmes un petit peu problèmes de famille, il y a des backgrounds. C'était très sympa, franchement. Pour moi là c'est vraiment un 4 sur 5. L'audio était très chouette, donc encore une fois merci Next Story, vraiment on va pas arrêter de le dire, mais à chaque fois qu'il y a de l'audio c'est super. Et ensuite j'ai continué sur ma lancée. Alors là j'avais un petit peu plus d'appréhension parce que c'est chez Roncière, et l'autre romance de Noël de l'auteur de l'année dernière, j'avais eu des retours comme quoi c'était un petit peu en dents de scie, il y avait des avis très bons, pas très bons, ça dépendait. Et donc c'est La guerre des biscuits de Noël, où là on rencontrait une jeune maman célibataire qui était avec ses deux jumeaux, voilà, il n'y avait pas de papa. Elle est styliste, et en fait il s'avère que il y a un festival à Cookieville là et avec des biscuits Noël et tout, et il s'avère qu'il va se passer un événement qui fait qu'il y a une chance que ce soit supprimé et que ça ne puisse pas avoir lieu. Donc notre maman qui est quand même célibataire et débordée, ça va pas l'arrêter, elle va dire il faut quand même que je sauve ça parce que c'est un festival qui tient à cœur à tout le monde dans la ville. Et elle va donc pour ça essayer de s'allier avec le directeur de l'école de ces garçons, voilà, qui est quand même très sexy, on va pas se mentir. Et voilà, elle va essayer un peu de sauver tout ça, sauf qu'elle est assez maladroite, enfin elle faire des biscuits, elle arrive à les rater alors que c'est tout bête. J'ai trouvé que c'était très sympa, pareil, très vibe téléfilm de Noël, avec ce côté très famille. Mon petit regret c'est qu'elle est styliste, alors ça pop un peu un moment parce qu'elle doit relooker du monde et tout, mais j'ai trouvé que c'était assez survolé comme sujet, alors que j'aurais bien aimé peut-être que ça creuse un petit peu, vous voyez, comme dans Cruel Castaways que j'ai lu le mois dernier, où là le milieu juridique avocat c'était vraiment au centre de l'intrigue, c'était vraiment présent. Là j'avoue que le fait qu'elle soit styliste, qu'elle fasse des gâteaux ou qu'elle mette des guirlandes, ça n'a pas trop de rapport. J'ai bien aimé vraiment la relation, la romance qui se construit avec le directeur, parce que le directeur a aussi
une enfant, il a une fille, donc ils sont tous les deux parents célibataires en fait, et donc en fait ils se complètent, et les enfants sont vraiment très sympas, les deux garçons là, ces deux jumeaux, sont vraiment pleins de bonne volonté, ils ont des problématiques à l'école, enfin je veux dire c'était vraiment très vivant, c'était très dynamique comme romance de Noël j'ai trouvé, et pareil assez équilibré entre cette dimension de sauver le festival et la romance qui s'installe, qui se crée un peu slow burn et tout, parce que voilà, il y a une petite animosité entre les deux parce que voilà, chacun a ses visions des choses et tout, mais ils arrivent quand même à trouver des terrains d'entente parce que la priorité c'est de penser au bien-être voilà, de la communauté, donc j'ai trouvé non, que ça c'était vraiment très sympa. Il n'y a pas de smut, c'est vraiment axé sur la psychologie des personnages et le côté très famille. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça, je vous recommande également chaudement. Ensuite, un autre que je vous recommande très chaudement, c'est De Neige et de Tartan de Emily Blaine. Alors je vous avais dit que je connaissais l'auteur de nom. Je voyais beaucoup d'avis positifs sur ses romans, mais je l'avais jamais lu et je savais pas trop comment appréhender le côté smut, pas smut. Voilà, si j'allais tomber sur quelque chose de très caliente ou pas tant que ça. Je dois dire que j'ai été extrêmement surprise par ce livre. Parce que le résumé en disait sans en dire trop, et du coup en fait quand je lisais, je découvrais des nouvelles choses qui répondaient un peu à ce que j'avais lu entre les lignes dans le résumé, et en fait ça apportait de plus en plus de choses qui étaient positives. On va rencontrer Isla qui est un petit peu dans l'événementiel, un peu décoratrice et tout, qui va être appelée en Écosse dans un château qui est un hôtel, pour un peu redynamiser tout ça, voilà, peut-être remettre des choses au niveau cuisine, la carte et tout, réaménager des pièces, les jardins, les fleurs, etc. Et quand elle va arriver, en fait, elle va faire face au gérant actuel de l'hôtel qui est Callum, qui est un peu récalcitrant. Voilà, l'idée que quelqu'un vienne s'immiscer dans ce truc, parce que c'est lui qui est la directive de l'hôtel, il n'a pas besoin qu'une étrangère, elle vienne un peu foutre le boxon. Sauf que on a pareil, point de vue d'Isla et point de vue de notre jeune homme, donc ça c'était vraiment très chouette. Le premier chapitre, en fait, on a notre Grumpy Boy, voilà, c'est de son point de vue au début, il est au bar et tout, la serveuse essaie de lui faire du grung, mais lui il est froid comme pas possible, et à un moment il va échanger avec une jeune femme qui est à côté, et en fait il va percuter quand il va la reconnaître que c'est Isla, et qu'en fait ils se connaissent parce que Isla a grandi une partie de son enfance dans ce fameux château. Donc elle revient, en fait, c'est pas une étrangère, parce que c'est l'un des frères du mec et un de ses meilleurs amis. Et en fait là on comprend qu'ils ont 12 ans d'écart, donc on a du age gap. Notre personnage masculin, il a connu un divorce, enfin vraiment, il est vraiment focus sur l'hôtel. Et donc quand elle débarque pour un petit peu tout régenter, il est un peu en mode sur des œufs. Alors que l'ex-BFF, même s'ils se sont éloignés, il est trop content de la revoir et tout. Il y a un troisième frère, aussi séduisant que les deux autres, qui est là. Et donc à partir de là, elle va un peu retrouver l'environnement qu'elle connaissait et tout. Elle va essayer de mettre sa patte. Sauf que forcément, il va y avoir des problématiques parce qu'elle va vouloir toucher à des choses qui rappellent des souvenirs à Callum. Enfin voilà. Et au début, lui, il va être un peu plus réticent parce que avec la différence d'âge, il est un peu en mode mais moi, qu'est-ce que je vais t'apporter? Enfin, qu'est-ce que tu cherches? Donc c'est un petit peu, ils sont un peu à son mode épique. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que Isla, elle veut bien faire les choses. Elle veut toujours être avenante et tout, essayer de prendre en compte les avis de tout le monde, de chacun. Et elle va pas comprendre pourquoi il est tant rebuté par elle. Et en fait, ça fait un peu de la peine parce qu'elle est un peu repoussée par lui quand elle essaye de faire des premiers pas. Et lui, il est un peu en mode ou alors quand il va faire un pas, il va en faire trois en arrière. Donc voilà, franchement c'était très bien construit, franchement j'ai vraiment adoré cette lecture. Le côté fan family parce qu'ils se retrouvent et tout, c'est vraiment sympa parce que on a des personnages secondaires qui viennent s'inviter, on comprend qu'il y a une personnage qui est aussi une ex d'un des frères, donc si l'auteur elle nous fait des tomes compagnons sur les deux frères, ou au moins l'un d'eux, moi je suis complètement pour. Vu la fin du livre, je me dis why not. Franchement, il y a des petits trucs qui sont glissés et je suis partante. Évidemment, ce ne serait pas une romance de Noël parfaite si on n'avait pas un petit quiproquo un moment parce que l'homme ne veut pas discuter. Voilà, vraiment, c'est vraiment un truc qui revient souvent. Mais franchement, pour moi, c'était quasiment un sans faute. J'ai passé un très bon moment. J'ai ri, j'ai été émue, j'ai fangirlé. Niveau du smut, là pour le coup, c'était dosé, équilibré, assez sexy. Voilà, c'était sympa, c'était pas cringe comme dans le LC Silver où il y avait un age gap qui était un peu malaisant. Là vraiment c'était assez bien dosé, donc je suis très contente d'avoir autant aimé ce livre et je pense que pour l'instant sur tous ceux que j'ai lus c'est celui que je vous recommande le plus. Ensuite, alors là vraiment pour le coup, excellente surprise, excellent moment de lecture, à ma grande surprise d'ailleurs.
parce que j'ai lu Winter Stalker. Donc je vous avais dit dans ma vidéo que il m'intriguait de ouf parce que je voulais vraiment un truc assez cringe, assez creepy, vraiment un peu toxique, très pesant, très oppressant. Parce qu'ici on rencontrait Claire qui est une jeune femme. Enfin, non, le résumé du livre était du point de vue du stalker parce que on comprenait qu'il allait espionner une jeune femme à travers sa fenêtre, voilà, qu'il la suivait un peu et tout. Que ça faisait des années qu'il a stalké et que là, ça y est, il avait décidé à l'approche de Noël de prendre les choses en main et de se rapprocher d'elle pour de vrai. Et je vous avais dit que j'étais intriguée parce que je voulais savoir comment ça allait se faire et comment, si une romance allait se créer, se mettre en place et comment allait réagir la jeune femme quand elle allait l'apprendre et tout, machin. Je dois dire que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Franchement, j'étais trop excitée par cette lecture parce que du coup, déjà, le gros point fort, c'est que on a, comme pour les autres, le point de vue de la jeune femme et le point de vue du mec, donc du stalker. Et donc la jeune femme, c'est Claire, et donc Claire est influenceuse assez connue. Je crois que c'est Claire, ça se trouve, je dis n'importe quoi, ça s'appelle pas du tout Claire, mais je sais pas, dans ma tête elle s'appelle Claire ou Chloé, bref, Clé. Et en fait elle travaille pour une marque de bijoux et donc elle monte les bijoux sur ses réseaux, etc. Et un jour elle sort et son voisin est tombé et donc elle va l'aider. Et Jack qui marche là dans le voisinage avec son chien va l'aider à relever ce petit papy. Qui est son voisin et elle lui dit de faire attention et tout parce qu'avec la neige c'est pas pratique. Et en fait le truc qui est déjà un peu bizarre c'est que son chemin elle il est déneigé mais pas les autres du village, enfin du quartier. Et du point de vue du stalker, on va savoir que c'est lui en fait qui le fait pour qu'il puisse mieux accéder à sa maison pour la regarder et tout. Mais PCDA, j'étais là en mode oh. Mais en fait le truc c'est que il sait que c'est pas bien mais il fait quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Genre il essaie de doser sa stalkerie, sa zanzinerie, mais pas trop. Et donc il y a Claire aussi qui, des fois, se sent un peu épiée et tout machin, mais elle va mettre ça sur le dos d'un collègue qui est un petit peu insistant et tout, qui fait un petit peu du chantage en mode tu devrais machin faire ça pour que je te donne plus de valeur et tout, enfin bref, un micmac. Et un jour en fait, elle va recroiser Jake, au café parce qu'il va prendre la même chose qu'elle et tout, et donc là ils vont discuter, ils vont échanger, et donc à partir de là ils vont un petit peu apprendre à se connaître, à faire des dates et tout, et lui il va être en mode il se rapproche de sa cible mais en parallèle il l'espionne quand même, il va s'infiltrer chez elle pour remplacer son détecteur de fumée et en même temps il va installer une petite caméra mais il se promet de pas regarder mais il peut pas s'en empêcher et tout, et j'étais en mode mais oh là là, et genre en fait j'arrivais pas à être énervée parce qu'en fait c'était il stalkait mais jamais dans le côté, enfin pas, si c'est malsain, mais jamais dans l'abus à mettre en danger la personne, à lui faire peur, à lui envoyer des courriers ou des trucs anonymes, enfin c'est vraiment juste, il l'observe vraiment, et tout va un peu basculer parce que forcément quand ils vont se rapprocher il va encore plus culpabiliser du coup parce que voilà, on va comprendre aussi le pourquoi du comment il s'est mis à la stalker, et ça j'ai trouvé ça très intéressant et très pertinent. On va pas dire que ça justifie le truc, mais ça expliquait bien. Et en fait la particularité c'est que Claire, j'allais l'appeler Chloé, elle est sur Dark Secret. Et Dark Secret, c'est un peu un site voilà, où tu peux te filmer et assouvir des fantasmes, et t'as des viewers, enfin vous voyez, c'est un peu dark web mais sexy, OnlyFans sexy en live, vous voyez. Et donc elle fait des choses et elle a un peu des fantasmes un peu tordus, elle a un peu des kinks et tout, donc elle n'hésite pas et tout machin. Quand on est dans sa tête et qu'elle fréquente Jack, elle est un peu en mode est-ce qu'il est pas trop mignon, est-ce qu'il est pas trop doux, est-ce qu'il au lit me ferait des choses très dominants et tout, enfin elle est un peu, vous voyez, un peu zinzin elle aussi à sa manière, peut-être plus que lui au final, on sait pas trop au début et tout. Et en fait c'est une dark romance, genre vraiment c'était ultra sexy, ultra chaud, ultra sexy. Alors là pour le coup je vous avoue, je sais pas si c'est moi là détraquée, mais là pour le coup le sexe était sexy. C'est le cas de le dire, franchement j'étais agréablement surprise parce que autant je m'attendais à quelque chose de archi cringe et ça l'est sans l'être. Et autant ce qui aurait pu être dérangeant et malaisant ne l'était pas du tout pour moi. J'ai vraiment passé un agréable moment de lecture. Je trouvais que c'était vraiment très bien écrit, c'était plutôt maîtrisé comme sujet, c'était chouette.
Franchement, j'étais à fond dedans. Et en fait, c'est une dark romance. Et je savais au début, et c'est quand j'ai lu au début, attention, vous allez lire une dark romance, voici les trigger warnings. Et déjà, les trigger warnings étaient assez drôles parce qu'il y avait genre déneigement de trottoirs non consentis, hantise des fêtes de Noël. Enfin, il y avait des trucs assez drôles au milieu des trucs un peu domination, BDSM et tout machin. Et voilà, je trouve que leur relation, forcément, à un moment donné, il va se passer des choses. J'en dis pas trop parce que vraiment, c'est bien de découvrir un petit peu au fur et à mesure de comment leur relation se construit parce que c'est plein de petits éléments qui se mettent. Et j'étais vraiment dans l'attente de ce truc de quand est-ce qu'elle va savoir, en fait, quand est-ce qu'il va lui dire. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de se bécoter, de boire des cafés, de manger au restaurant et des sushis. Mais j'étais en mode, mais comment elle va le prendre en fait? Parce que comme elle a un peu des tendances assez dérangé, entre gros guillemets, chacun aime ce qu'il aime. Est-ce que finalement elle va trouver ça un petit peu sexy, un petit peu ça la dérange pas, on sait pas. Donc j'étais trop curieuse et au final ça m'a complètement convaincue. Le seul bémol, voilà, qui fait que c'est pas un coup de cœur et que ça reste un 4, 4,5, c'est que la fin j'ai trouvé un petit peu abrupte. J'ai trouvé un petit peu abrupte parce que voilà, ça se coupe sur une scène, en fait ça pourrait être coupé au milieu d'un chapitre, ce serait pareil. Je m'attendais à ce qu'on ait peut-être un petit épilogue un peu quelques mois après ou voir ce que ça a donné tout ça. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu coupé comme ça. Mais sinon vraiment très très bonne lecture. Je suis personne, parce que c'est vraiment la première que je lis entre guillemets, vraie dark romance avec du gros smut comme ça, des gros trigger warnings, enfin des sujets un peu voilà. Donc je saurais pas jauger. Voilà, je pense que par rapport à des McIntyre avec Hooked et tout, ça a aucun rapport, il y a un fossé entre les deux. Mais écoutez, en tant que première dark romance, c'était plutôt très convaincant. Voilà, donc écoutez, je ne suis plus aussi fermée que j'ai pu l'être, et H, bravo et merci. Ensuite, fraîchement terminé hier soir et un petit peu déçue, je dois vous l'avouer, et je suis pas la seule parce qu'en regardant un peu, en préparant ma vidéo et tout sur internet, j'ai vu que les avis étaient pas forcément très bons. J'ai hâte de voir la vidéo de Margot où elle en parlera parce qu'elle lui a mis 11 sur Livre Addict, donc je suis curieuse de voir ses arguments. C'est L'étrange Noël de Monsieur Klaus, je crois que c'est ça le titre. C'est le premier titre chez Saxus Romance, là, leur nouveau label. Qui était très prometteur vraiment dans l'idée, dans le pitch et tout, parce que là on rencontre le fils du Père Noël qui voilà, les fêtes de Noël c'est plus trop ça, il faut trouver des solutions et tout. Donc son père va un peu proposer un mariage un peu arrangé avec la fille d'une autre fête, parce qu'ici toutes les fêtes sont un petit peu personnifiées. Sauf que lui il va être en mode il est blasé par Noël et tout. Par son père, machin, le Père Noël qui est un peu en mode star et tout, flemme. Et un jour il va un peu nouer sa peine au bar et tout, et quand il va sortir il va galoche un mec qui va pas revoir, et quand vont être annoncées plus tard ces fameuses fiançailles éventuelles, l'un de ses concurrents parmi les autres princes va être le prince d'Halloween, qui n'est autre que le mec à qui il a roulé des pelles. L'idée est très sympa, franchement j'aime bien l'idée de personnifier les fêtes, Pâques et tout machin, l'idée que genre Noël soit vraiment plutôt une grosse, une entreprise à bénéfice et tout, enfin, ce soit pas juste la magie de Noël. Parce que là, dans toutes les lectures de Noël que j'ai faites, ce que je souligne, c'est que la plupart du temps, c'était des adultes, et j'ai trouvé ça très chouette parce que autant dans Noël avec mon pire ennemi, pour des adultes, ils étaient un peu cucul à praline, un peu nunuches, un peu immatures. Autant dans la guerre des biscuits de Noël avec le directeur et la mère, voilà, où ils croient pas en ses responsabilités, enfin vraiment, on avait vraiment affaire à des vrais adultes qui ont des vraies problématiques professionnelles et personnelles, familiales et tout. Et là, en fait, ils sont à l'université, machin. Et pourtant, on a l'impression d'avoir affaire à des ados, surtout le personnage principal, Cole. Là. Déjà, il est obligé de faire des blagues salaces à toutes les phrases. Donc ça, c'est un peu pénible, genre t'as 14 ans ou 24, on sait pas. J'aimais bien l'idée de cette un peu compétition, voilà, avec la princesse et tout, les alliances entre les fêtes, un petit peu les complots entre gros guillemets, voilà, parce que c'est des riches, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu, voilà, parodique et tout. Les personnages secondaires étaient vraiment très cool, franchement, le frère de Cole, Chris, et je crois que c'est Iris qu'elle s'appelle. La nana qui est un peu mise en pâture, voilà, la princesse de Pâques là, je sais plus quoi.
J'ai beaucoup aimé leur personnalité et tout. Même le prince d'Halloween, j'ai bien aimé qu'il était. Vraiment, j'ai eu un problème avec le personnage principal. Et j'ai trouvé que l'intrigue a été vraiment déséquilibrée sur certains points. Parce que voilà, au moment où on annonce la fin du chapitre, où on dit voilà, mon fils va se fiancer avec une telle, j'étais en mode ah bah là, voilà, il va falloir trouver un plan, il va falloir faire des choix stratégiques pour redresser l'entreprise sans avoir besoin de faire ce mariage arrangé et tout machin. Parce que ça se trouve, elle est amoureuse d'un autre, ou il y a un tel qui est amoureux d'elle, et donc lui il veut pas se mettre à mal avec tout le monde. Et en fait non. Et à partir du moment où il réagit en voyant que le prince d'Halloween c'est le fameux mec à qui il a roulé des pelles, il est en mode gamine de 14 ans. En mode oh je sais pas comment réagir, oh machin, oh je suis trop attirée, oh machin. Vraiment c'était assez ridicule. Et à partir du moment où il y a la romance, bah ça prend pas sur tout. Ça copule, on en demande pas tant. Parce qu'en plus j'ai trouvé que l'auteur dans ses choix de termes, autant dans Winterstalker, on te dit les termes, on te dit où ça va, j'allais dire où ça pénètre, oui, oui, mais autant là j'avais des fois l'impression que l'auteur elle tâtonnait un peu, elle disait pas les termes directs, alors je sais pas si c'est parce qu'elle s'est pas renseignée sur les relations intimes entre deux hommes, parce que là on est sur de MM, donc je sais pas s'il y avait un truc ou quoi, mais j'ai pas été convaincue par la romance, malheureusement. Pareil, autant Noël on en parle assez, autant Halloween on en parle pas tant que ça. Moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un équilibre entre vraiment les deux fêtes, parce que c'est ces deux personnages là dans ce tome là qui sont en avant. Donc j'ai été un peu déçue. J'ai trouvé que c'était assez fade sur certains plans. Heureusement, il y a des gros passages avec des échanges de textos parce qu'ils ont un groupe où ils parlent. Un peu comme dans Mad Majesty où les princes et tout, ils ont un groupe où ils se parlent entre eux, ils se font des vannes. Ça, c'était des passages dans ce livre-là très sympa parce qu'il y avait beaucoup d'humour. Mais c'est vrai qu'il y avait tout un plan d'humour lourdingue et ça m'a un peu cassé à chaque fois parce qu'on passe complètement à côté du sérieux, de la vraie intrigue, et cette romance vient prendre le pas, qui sort un peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'au final ils échangent 3 phrases après des années où ils se sont galoches, mais en fait ils étaient déjà amoureux à cette époque-là, ils ont eu le coup de foudre mais ils le savaient pas et machin. J'ai trouvé que c'était assez mal fait. Franchement, j'attendais beaucoup de ce titre et je suis un peu déçue. Et le dernier titre que j'ai lu et dont pour le coup j'ai été plutôt agréablement surprise d'apprécier autant, c'est Noël au Café des Oracles. Donc là on va rencontrer Gaïa qui est étudiante, donc là pareil on a encore des étudiants en fac, donc ça on a encore des adultes, donc ça c'est très cool parce que pour le coup au début j'ai eu un doute parce que le livre s'ouvre sur une scène où il décore dans sa famille la maison, et en fait elle a une nouvelle belle-mère parce que son père s'est remis avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que lui, et donc elle a un peu de mal, et en plus la bonne femme elle est un peu en mode bah désolée mais tes décos d'enfance on va pas les mettre sur le sapin parce qu'elles sont moches, et en plus je les ai jetées, enfin, et en plus elle apprend que elle est enceinte, donc il va falloir qu'elle cède sa chambre, donc elle en a marre, donc elle se tire de chez elle, et au début à ces réactions-là, j'étais un peu en mode ah la gamine. Et en fait, non, elle est étudiante et donc après, elle va d'abord aller loger chez sa meilleure amie, le temps de rebondir. Elle va à la fac et en fait, après, ça se tasse, tout ça. Comme il va falloir qu'elle se trouve un logement et qu'elle s'assume financièrement, elle va chercher un petit boulot et elle va trouver un job au Café des Oracles, donc qui porte bien son nom parce que il y a des tirages de cartes et tout. Dans cet endroit, sauf qu'elle y croit pas trop, sa mère y croyait, on le comprend, elle lui a légué un oracle et tout, mais ça lui passe vraiment au-dessus, ce côté prédiction, machin, avenir et tout, ça lui passe au-dessus de la tête, c'est un peu des zinzins les gens qui font ça, et elle va quand même prendre ce job là pour avoir la chambre de bonne qui est au-dessus, donc comme ça voilà, tu loues, en attendant de pouvoir payer le loyer, tu travailles, c'est gagnant-gagnant, sauf que l'un des serveurs, Sacha, est un peu grumpy, il va être un peu en mode... En fait, il va être grumpy, elle est aussi grumpy parce que comme sa famille ça va pas et tout, et en plus elle travaille dans un environnement qui lui plaît pas avec des barjots, voilà, c'est un peu... ils sont tous les deux grumpy en fait, et bah forcément elle va devoir dissimuler un peu son aversion pour le milieu des oracles, et elle va, à un moment donné, il va y avoir un micmac qui va faire qu'elle va devoir s'y retrouver confrontée, et bah là ça va chambouler le cours de l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment très bien. En fait ma crainte c'était qu'on nous dise le Café des Oracles et que voilà on nous parle une ou deux fois de cartes et puis merci c'est la romance qui prend pas, et en fait non, les cartes sont vraiment très importantes, c'est vraiment déjà des en-têtes de chapitres, chaque chapitre correspond à une carte avec une petite définition, donc ça j'ai trouvé ça très chouette.
Et puis il y a vraiment, on voit que l'auteur s'est documenté, je pense, auprès de personnes reconnues dans les arts divinatoires qui s'y connaissent, parce que vraiment c'était toujours pertinent les analyses qui étaient amenées. C'est pas elle, la personnage Gaïa, elle voit ça comme un peu des gens hors du temps, mais en fait plus elle va s'intéresser, plus elle va comprendre que les gens font ça vraiment par passion, qu'il y a vraiment quelque chose en fait, qu'il y a vraiment peut-être un don. Et en parallèle de ça, il va y avoir cette fameuse semi-romance, parce que c'est slow burn, parce qu'au début elle est en crush sur un autre mec, enfin voilà, il y a des petites histoires d'étudiantes aussi en parallèle. Et elle va trouver de toute façon que le Sacha là, il fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues au café. Il parle pas, il est un peu bizarre sur certains points, donc qu'est-ce qui lui arrive, genre est-ce qu'il cache quelque chose ou quoi, donc elle va un peu essayer de se mêler de tout. J'ai trouvé que c'était vraiment très sympa, franchement ça pourrait être un teenage movie de Noël qui aurait très bien fonctionné. Pareil, il n'y a pas de smut, il y a des choses, c'est suggéré à un moment qu'il se passe ce qui se passe, mais il n'y a pas du tout de détails, donc franchement pour du young étude, de toute façon je crois que c'est Chirajo, je crois, non? Donc il n'y a pas de souci. Mais non, franchement j'étais agréablement surprise parce que voilà, j'avais peur de le côté grumpy de la personnage principale. Je me suis dit, si on est que de son point de vue et qu'en plus elle est détestable et qu'elle déteste tout le monde, ça va être chiant. Et en fait non, c'est équilibré entre sa vie d'étudiante, ses problèmes familiaux. La romance est vraiment au second plan parce que c'est vraiment sur la fin que ça se passe. C'est vraiment centré autour d'elle et son rapport au café et aux oracles. Donc non, c'était vraiment une très bonne lecture aussi. Donc écoutez, voilà un petit peu l'update de ces 10 premières lectures du mois de décembre. Donc voilà, toute thématique Noël, plusieurs genres, voilà, confondus, que ce soit de la romance, du thriller, les deux mélangés. Je suis vraiment, comme je vous le dis, contente parce que j'ai vraiment eu affaire à des personnages convaincants, adultes et matures. C'était pas des romances d'ados ou quoi. Niveau smut, j'ai pas été dérangée plus que ça. J'ai pas trouvé qu'il y avait une effusion et une surenchère de sexe. Donc ça c'est très bien, ça m'a vraiment convaincue. Là, à l'heure où je poste cette vidéo, il y a encore un peu de temps avant Noël, donc vous avez le temps de courir en librairie, vous procurer certains de ces livres ou les télécharger en e-book ou les écouter sur Nextory si vous avez des abonnements, parce que vraiment, même si certains des livres que j'ai écoutés, je les ai pas forcément aimés, les audios étaient quand même agréables, donc je trouve des fois que ça peut impacter aussi notre appréciation de lecture. Je voulais vraiment parler de nouveautés des mois qui ont été annoncés, parce que voilà, des fois on est tenté, on sait pas trop si on veut y aller ou pas. Et ben pour la plupart de ces lectures, allez-y. Voilà, donc je ne peux que du coup vous souhaiter d'enrichir vos pales ou vos wishlists selon les budgets, hein, parce que c'est la fin d'année, on connaît. Et puis si vous passez le cap, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!